Après sa défaite hier face à l'Allemagne, l'équipe de France pense déjà à la relève. Incident en série dans les chantiers nord-méditerranéens menacés de fermeture, mais deux belles commandes pour les chantiers de l'Atlantique et le ministre de l'Industrie a présenté les grandes lignes de son plan social pour la navale. Désaccord européen sur l'Afrique du Sud à La Haye, les 12 incapables de se retrouver sur les sanctions contre Prétorien. Et puis ce jeudi 26 juin, cela fait maintenant 461 jours de détention pour Marcel Carton et pour Marcel Fontaine. 400 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 110 jours pour Aurel Cornéa et pour Jean-Louis Normandin, nos deux camarades d'Antenne 2. Et 50 jours pour Camille Sontag. Il reste toujours 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Les chantiers navals à deux vitesses, avec d'une part la signature d'un joli contrat pour les chantiers de l'Atlantique, nous y reviendrons dans un instant, car il y a aussi les difficultés des chantiers nord-méditerranéens menacés de fermeture. Il y avait d'ailleurs des manifestations aujourd'hui sur les sites de Dunkerque et de La Ciotat. Il y a même eu des affrontements avec les CRS dans les deux villes. À Dunkerque, par exemple, ce sont les images que vous voyez, les employés des chantiers avaient commencé à s'en prendre à la sous-préfecture avant d'être dispersés. Et puis, près de La Ciotat, c'est l'autoroute Estérel-Côte d'Azur qui a été bloquée pendant quelques heures. L'effervescence donc sur ces sites, mais pas d'affrontement majeur, même si la tension demeure très vive sur place. C'est d'ailleurs sans doute pour remédier à cette tension que le ministre de l'Industrie, Alain Madelin, a rendu public sans attendre les grandes lignes de son plan social sur ce dossier difficile. Voici le détail de ce plan avec Jean-Pierre Métivet. Les salaires de juin, juillet et août seront bien payés aux ouvriers de la navale, c'est une confirmation. Pour la rentrée, Alain Madelin annonce un dispositif exceptionnel. Pour les salariés, un contrat de reconversion de 2 ans avec maintien du contrat de travail, action de formation et reclassement individualisé. Aux salariés qui souhaiteront partir immédiatement, l'État proposera un capital personnel de 200 000 francs. Enfin, sur les sites, création de zones franches avec abattements fiscaux afin d'attirer des entreprises et de créer des emplois. L'inconnu ce soir reste le nombre d'ouvriers concernés, ainsi que les sites touchés et le prix de l'opération. Alain Madelin annoncera mardi le détail de son plan et le négociera courant juillet avec les syndicats. Je ne veux pas du tout gérer la mort lente des sites de Nord-Med. Je veux au contraire préparer la renaissance de ces villes qui sont aujourd'hui touchées. Je l'ai dit, nous ne ferons pas d'économie sur le dos de la construction navale. Et ce que nous ne donnerons plus en subvention exceptionnelle à la construction des bateaux, eh bien nous le donnerons aux hommes, nous le donnerons à la reconversion des sites. Oui, c'est demain que M. Madelin commencera de recevoir les syndicats des chantiers navals. Pourtant, la réalité n'est pas la même partout, puisqu'alors que Nord-Med bat de l'aile, l'autre grande société, Alstom Atlantic, vient de signer un très gros contrat avec l'Amérique pour la construction de 2 paquebots. Alors, pourquoi une telle différence de régime? C'est ce que nous explique maintenant cette enquête de Patrick Boitet et de Corinne Pertuis. Normandie vient de battre le record du monde. Normandie, Liberté, France, des paquebots prestigieux tous construits au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, la meilleure des cartes de visite. Fort de cette réputation et grâce à des années de modernisation, Alstom est aujourd'hui au premier plan pour la construction des paquebots. L'année dernière, c'était la commande du souverain des mers, le plus gros paquebot du monde. Aujourd'hui, un contrat de 300 millions de dollars, 2 paquebots de 1400 passagers pour l'américain Sitmar Lines. C'est l'équivalent de 2 années de travail pour les 4500 ouvriers des chantiers de l'Atlantique, parmi les seuls au monde à pouvoir aujourd'hui fabriquer ce type de navire. Nous sommes intéressés depuis très longtemps, depuis plus longtemps que d'autres à ce marché, que nous sommes équipés pour les réaliser, tant commercialement que techniquement. Et par conséquent, avec l'aide de nos références, de la confiance, du charme social de nos chantiers, des compétences que nous avons dans ces chantiers, à tous les niveaux, nous arrivons à décrocher des commandes que d'autres ne peuvent pas prendre. Autre argument en faveur des Français, le prix. Mais là, pas de mystère, le marché a été conclu grâce à une aide substantielle de l'État, une subvention sans doute supérieure à la moitié du prix de vente. Grâce à cette commande, le chantier de Saint-Nazaire est hors de danger pour 2 ans. Ce n'est pas le cas pour les autres sites, car la plupart des navires moins sophistiqués, comme les vraquiers, sont construits dans d'autres pays du monde.
Quand les navires sont des navires sophistiqués, des navires à haute technologie comme les porte-conteneurs, à prix égal, bien sûr, que nous préférons construire en France. Quand il s'agit de navires de vrac sec, par exemple, beaucoup moins sophistiqués, il vaut mieux pas acheter de navires neufs aujourd'hui, parce que les navires d'occasion, il y en a des milliers par le monde, et ils sont très bon marché et très récents. Et par conséquent, je ne crois pas que ce soit l'intérêt des chantiers français de se lancer dans la construction de tels navires en ce moment. Il y a une grande surcapacité en ce moment dans la flotte mondiale. Il y a pratiquement 30% de surcapacité actuellement de la flotte mondiale. Le transport maritime est en crise. Il y a aujourd'hui 4 bateaux pour un seul chargement et la construction navale en subit les conséquences. On attendait le verdict du Conseil constitutionnel sur ce que l'on appelle la loi d'habilitation économique et sociale du gouvernement. C'est la loi qui doit notamment permettre la privatisation des entreprises comme le souhaite la majorité. Ce texte a donc été soumis au Conseil constitutionnel qui vient de rendre sa décision et c'est un oui sous condition, Gérard Leclerc. Oui, le Conseil constitutionnel déclare la loi d'habilitation conforme à la Constitution, c'est donc un feu vert. Le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnance, notamment pour les privatisations. Mais le Conseil met des conditions, fixe en quelque sorte des règles du jeu pour que le patrimoine de l'État ne soit pas bradé. Ainsi, la valeur des sociétés à privatiser devra être fixée par des experts indépendants en tenant compte de différents critères comme la valeur boursière ou les perspectives d'avenir de la société. Autre condition, les acquéreurs seront sur un strict pied d'égalité, ils ne pourront acheter au-dessous du prix fixé. Enfin, l'indépendance nationale devra être préservée, sous-entendu, pas question de livrer des parts trop importantes des sociétés à des capitaux étrangers. Officiellement, le gouvernement n'a pas à réagir à une décision du Conseil constitutionnel, mais en privé, on se dit soulagé et satisfait devant ce qu'on qualifie des réserves de pure forme. Le processus de dénationalisation est donc enclenché. Dès demain, Édouard Balladur réunira une commission des privatisations chargée d'évaluer les sociétés. L'ordonnance sera prête vers le 20 juillet et avant la fin de l'année, 2 sociétés, sans doute une banque et un groupe industriel, devraient être vendues au privé. J'ajoute 2 réactions qui m'arrivent donc sur cette décision du Conseil constitutionnel. D'abord, la première vient de l'entourage du Premier ministre qui est à La Haye en ce moment, où l'on s'estime ce soir satisfait de la décision donc des sages. Le processus engagé par les ordonnances va pouvoir se poursuivre, explique-t-on à Matignon. Et puis l'autre réaction est celle de Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste. Je me réjouis des contraintes imposées au projet gouvernemental, dit M. Jospin, même si je reste hostile en raison des conséquences négatives qu'il risque d'avoir pour notre industrie et pour notre secteur bancaire. 2 réactions donc à cette décision du Conseil constitutionnel. Enfin, vous devez aussi savoir que la suppression de l'autorisation administrative de licenciement a été adoptée définitivement ce matin. En Espagne, 3 personnes ont été blessées dans un attentat à l'aéroport de Madrid. Un Israélien et 2 Espagnols apparemment peu touchés, cependant, après l'explosion d'une valise piégée. Un attentat qui n'a pas été revendiqué. Pierre Serra. Aussitôt après l'explosion, d'importantes forces de sécurité ont isolé le terminal international de l'aéroport. Ce sont les comptoirs de la compagnie israélienne El Al qui étaient visés. Bilan, 3 blessés, 2 Espagnols, 1 Israélien. L'explosion a dévasté une grande partie du hall d'embarquement, les bureaux attenants et les portes et fenêtres dans un rayon de plus de 100 mètres. Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe était cachée dans une valise. L'explosion s'est produite au moment où le chef d'escale de la compagnie El Al l'a ouverte pour la contrôler. Une action terroriste qui se produit sans aucun doute à la suite de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Espagne et Israël. Les 12 Européens divisés sur l'attitude à opposer à l'Afrique du Sud, c'est l'un des gros morceaux du menu du Conseil qui s'est ouvert ce matin à La Haye, en présence du président de la République française, M. Mitterrand, et du Premier ministre Jacques Chirac. Pas d'accord donc ce soir, mais le sommet n'est pas terminé. Nous retrouvons sur place Georges Bortoli. Ce sommet a beau se situer en Hollande et rassembler les 12 pays de l'Europe, il semble presque moins européen que sud-africain. L'Afrique du Sud est dans la rue, avec les manifestants qui demandent le boycott des produits sud-africains. L'Afrique du Sud est dans la salle des séances, où les 12 délégations ont choisi de passer rapidement à l'examen des sanctions éventuelles contre Pretoria. Oui à des sanctions, dit la délégation française conduite par messieurs Mitterrand et Chirac, à condition qu'elles soient vraiment européennes. À quoi servirait pour la France de boycotter par exemple les oranges d'Afrique du Sud si ces oranges nous arrivaient de toute façon par la frontière d'un pays voisin de la communauté qui lui ne les boycotterait pas? Alors, sanctions ou pas sanctions, il faudra attendre un peu plus tard ce soir pour le savoir.
Ce qui a des chances de passer, en tout cas, ce sont les mesures d'aide aux Noirs d'Afrique du Sud. Par exemple, consacrer un peu d'argent européen à reloger les 60 000 sinistrés de Crossroads. Ce qui est sûr aussi, c'est que si la délégation française s'exprime, comme on dit, d'une seule voix ici, elle s'exprime aussi par deux bouches. Car M. Chirac a tenu à faire savoir qu'il s'exprimerait personnellement sur ce problème d'Afrique du Sud, comme il s'exprimera aussi personnellement sur l'agriculture. Un sommet où se retrouvent donc cette fois encore le chef de l'État et le Premier ministre. C'est un peu comme à Tokyo, une image de la cohabitation. Mais comme vient de le préciser Georges Bortoli, Jacques Chirac tient à s'exprimer. D'ailleurs, son porte-parole, Denis Baudouin, est du voyage. Il a choisi d'être très présent. C'est ce que Paul Amar a pu constater. Le couloir de la cohabitation au premier étage du centre de presse. Là se joue entre l'Élysée et Matignon une drôle de partie, celle de la communication. Premier épisode cet après-midi avec une rencontre imprévue entre le porte-parole de Jacques Chirac, Denis Baudouin, et le porte-parole de François Mitterrand, Michel Gendreau-Massalou. Ils ne s'étaient jamais vus à Paris. Je reviens. Oui, mais alors pour venir ici, c'est pas... Qu'est-ce que c'est? Non, vous n'aurez pas de confidence dans votre attaque. Pas de confidence, mais de nombreuses précisions sur le sommet de La Haye. C'est ce qu'avait pourtant fait quelques minutes auparavant Michel Gendreau-Massalou, et d'une manière tout à fait officielle, au nom de la délégation française, qui comprend le président, mais aussi le Premier ministre. Donc, pas de malentendu ni sur les rôles. Denis Baudouin a tenu à s'exprimer à titre personnel, comprenez au nom de Jacques Chirac, ni sur ses relations avec Michel Gendreau-Massalou. Je vais vous dire, je ne savais même pas comment elle a été faite jusqu'à tout à l'heure. Et je viens de la voir, je l'ai trouvée charmante. Les éléments de votre surprise. Je l'ai trouvée charmante. Elle m'a dit, c'est vous? Ah, j'ai dit oui, j'ai beaucoup entendu parler. À propos de la cohabitation, un nouveau sondage, l'Express Gallup, il nous apprend que la cote de Jacques Chirac continue de baisser avec 8 points de moins à 38%, alors que celle de François Mitterrand se stabilise à 59%, ce qui est quand même une baisse de 1 point. Les négociations entre Paris et Téhéran semblent bien amorcées avec un nouveau geste des Iraniens qui ont lâché aujourd'hui le chef d'escale d'Air France à Téhéran, Jean-Yves Albertini, arrêté et détenu depuis maintenant 14 mois. M. Albertini est rentré aujourd'hui à Paris, donc, mais il n'a pas pour l'instant fait de déclaration. À l'étranger, un nouvel attentat au Pérou, mais pour la première fois, ce sont des touristes qui étaient visés dans le célèbre train qui mène aux ruines du Machu Picchu. Une charge de dynamite dans le dernier wagon, il y a 8 morts et 35 blessés, pas de revendication pour le moment, mais on pense bien sûr à la guérilla maoïste du Sentier Lumineux, le Pérou en pleine crise avec cet attentat et les répressions qui ont fait 280 morts ces derniers jours dans les prisons du pays. Ronald Reagan marque un nouveau point aux États-Unis. Après plusieurs mois de campagne, il vient de faire voter un budget pour aider les contre-révolutionnaires qui tentent de faire tomber le gouvernement, la junte qui dirige le Nicaragua. C'est un grand succès pour le président américain puisque c'est la première fois que son gouvernement est ainsi autorisé à financer ouvertement ce que l'on appelle les contras. Explication, Philippe Gasson. My fellow Americans and members of the House, I need your help. J'ai besoin de votre aide. C'est le message qu'a pu faire passer le président Reagan à la Chambre des représentants. Le Nicaragua, a-t-il dit, est la seule exception tragique et éclatante à la vague démocratique. Voulons-nous être les premiers élus de l'histoire américaine à mettre nos frontières en danger? Le président américain s'exprimait sur la chaîne américaine CNN. Toutes les autres avaient décliné la proposition, ainsi que le président de la Chambre qui avait refusé la tribune au président Reagan. Il a donc contourné les obstacles et gagné la partie. Pour la première fois, le gouvernement américain est officiellement autorisé à financer les Contras, c'est-à-dire tourner par personne interposée les canons américains vers Managua en finançant l'opposition armée. Le syndrome du Vietnam a cessé de jouer, bien que le risque d'enlisement qui existe soit dénoncé aux États-Unis. Sur les 100 millions de dollars débloqués au titre de l'aide, 70% seront affectés directement à l'aide militaire et à l'entraînement des 10 000 Contras. Les 898 conseillers américains, chiffre officiel, au Honduras, seront probablement augmentés. L'Amérique s'oriente vers la solution militaire, ce qui risque de rendre caduques les efforts déployés par le groupe Contadora, qui regroupe Panama, la Colombie, le Mexique et le Venezuela. Ces pays recherchent une solution diplomatique.
En France, un nouveau plan informatique pour l'école. Il a été annoncé aujourd'hui par René Monory, le ministre de l'Éducation. Il reprend et complète ce que l'on appelle le plan informatique pour tous, mis en place il y a quelques mois par l'ancien gouvernement. L'informatique qui est une nouvelle dimension de notre société qui, bien sûr, doit commencer à l'école. Sur ces nouvelles mesures, voici les précisions d'Estelle Gouzy. L'informatique pour tous devient vraiment pour tous. Les établissements privés, oubliés dans le plan Fabius, seront équipés à leur tour. L'année prochaine, 20 000 micro-ordinateurs y seront installés. Mais c'est l'utilisation même de l'ordinateur à l'école que le ministre a décidé de préciser. Les enseignants, jusqu'ici perplexes devant ces machines, recevront des objectifs à atteindre à chaque étape de la scolarité. Dans les écoles et les collèges, l'ordinateur sera utilisé comme un outil destiné à moderniser l'apprentissage des autres matières. En fait, la salle d'informatique pourrait remplacer celle des travaux pratiques. Au lycée, les choses sont plus sérieuses. L'informatique devient une discipline à part entière, langage et programmation seront enseignés. En projet, la création d'un corps de professeurs spécialisés et d'une option facultative au baccalauréat. 20 000 micro-ordinateurs de plus l'année prochaine, comme le disait Estelle Gouzy. Cela fera donc, si j'ai bien compté, 140 000 micros dans les écoles à la fin de l'année 87. Paris, capitale médicale, avec 2 congrès qui se succèdent. Jusqu'à hier, on parlait du sida, de ses conséquences et des recherches menées pour le combattre. Nous en avons beaucoup parlé ici même. Depuis aujourd'hui, les médecins abordent le sujet plus général des MST, les maladies sexuellement transmissibles, qui sont devenues un souci majeur en France et ailleurs pour la santé publique. Avec parfois des conséquences dramatiques, comme par exemple la stérilité qui frappe de nombreuses femmes. Voyez plutôt l'enquête de Martine-Alain Regnault et de Pierre Ly. C'est la suite de la série que nous consacrons à ces sujets depuis le début de cette semaine. Quel beau spectacle, quelle belle victoire de la science que ces bébés éprouvettes, superbes, normaux, bien vivants, mais nés de mères stériles dont les trompes étaient irrémédiablement bouchées. Pour ces couples, c'était sans espoir jusqu'au jour où naquit Amandine. Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines à être nés de la rencontre en éprouvette du sperme de leur père avec l'ovule de leur mère. Certains ont même passé à l'état d'embryon quelques mois en congélation. Ils sont si contents, les parents de ces bébés de la science, qu'ils sont prêts à en avoir d'autres par le même moyen. Un bébé fantastique et je suis prête, avec le résultat que j'ai eu, je suis prête à recommencer. Même si ça doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Même avec 4 opérations, je suis prête à recommencer. On aimerait bien en avoir un deuxième. Alors, vous êtes prête à refaire tout ce trajet difficile? Oui, oui. Et même plus? Oui. Ça a réussi au bout de la 2e fois. Ouais. C'était une très belle aventure d'ailleurs. Ouais. Et nous sommes prêts à recommencer pour le 2e. Bravo la science, mais gare à la facture. Ces bébés coûtent des fortunes. Or, 2 fois sur 3, la cause de la stérilité est une bactérie, la chlamydia, que l'on sait traiter. Quand on voit le parcours d'une patiente qui a été suivie pour stérilité et dont la stérilité est d'origine infectieuse à chlamydia, effectivement, on peut penser que si elle avait été traitée au début, le coût aurait été entre 1 000 et 2 000 francs avec son traitement, le traitement de son partenaire et ses examens, alors qu'après de nombreuses années d'examens et de traitements, le coût se compte en millions, à peu près à 20 millions. Alors par exemple, ce dossier, comme beaucoup de dossiers en stérilité, on a commencé par faire des examens, des radiologies, des hystérographies, à s'apercevoir que les trompes étaient bouchées, à faire un bilan infectieux à elle et à son partenaire et découvrir qu'il y avait effectivement une infection. Ensuite, à faire un bilan célioscopique pour lequel on l'a hospitalisé, à décider ou non d'une intervention, ce qui comporte aussi une hospitalisation et un traitement lourd. Et puis quand l'intervention, au bout d'1 an ou 2, on s'aperçoit qu'elle n'a pas marché ou que les trompes se sont rebouchées, on passe dans la fécondation in vitro avec tous les examens de bilan, les échographies quotidiennes, les dosages hormonaux également quotidiens à chaque tentative, et puis une hospitalisation à la fin du parcours pour la fécondation in vitro, dont on sait qu'il n'y a que 20% de succès, et donc il faut répéter pour obtenir une grossesse. Actuellement, en France, on compte une stérilité de plus par heure, c'est-à-dire des centaines de millions de francs de traitement que l'on aurait pu économiser. Même ceux qui font les coûteux bébés éprouvettes l'affirment. On met un petit peu la charrue avant les bœufs, puisqu'on est en train de mettre au point des techniques bien avancées et sophistiquées, alors que les causes qui créent la destruction des trompes, en particulier les maladies infectieuses, les maladies sexuellement transmissibles, ne sont pas enrayées à leur juste niveau. Enrayer ces causes, les moyens existent. Non seulement des traitements efficaces, mais surtout des tests capables d'identifier les chlamydia avant les dégâts. L'un de ces tests est simple et vaut moins de 100 francs.
Encore faudrait-il, pour en généraliser l'usage, une meilleure prise en charge par la sécurité sociale. Une dépense qui coûterait 1000 fois moins cher à la société que le remboursement des bébés éprouvettes. Demain, suite de notre enquête. Des files d'attente qui n'en finissent pas, des salles de cinéma bondées malgré le beau temps. La fête du cinéma faisait recette aujourd'hui un peu partout en France. Un succès pour la seconde année consécutive, avec un seul billet pour voir des films jusqu'à n'en plus pouvoir. Mais la fête du cinéma, c'était aussi la rencontre du public et des vedettes qui quittaient pour un instant leur écran. Monique Carr et Dan Loustalot se sont intéressés à cet aspect de cette fête du cinéma. Je voulais voir Anna et ses sœurs et je voulais aller voir 37.2, mais il n'y a plus de place. 37.2 à l'affiche, pas loin de 37 degrés sur le trottoir, rien n'aura arrêté les fous du grand écran d'aller faire la fête au cinéma aujourd'hui. Ni la canicule, ni les bousculades, ni les salles souvent complètes, ni les attentes parfois difficiles sous un soleil de plomb. Un jeu de piste enthousiaste pour un public de jeunes qui a su profiter pleinement du petit passeport acheté le prix d'un billet normal, plus 1 franc par film. D'autant que dans la foule, comme tout le monde, les stars par tradition inaccessibles étaient là aussi pour faire la fête avec le public. C'est surtout une rencontre pour le public avec le cinéma, je crois. Nous aussi, on est fans. Il faut que ça ait un effet d'entraînement, quoi. Autrement, ça servira à rien, mais je pense que ça en aura. Ils ont tout ça, mais le cinéma, le soleil, les amis, c'est très bien. 3, 4 peut-être. Ouais. On va forcer la dose jusqu'à ce soir. Non, ça va, j'ai pas trop chaud. On a eu le droit à un sauna gratuit, remarquez. C'est gentil. On a fait complet à toutes les séances, depuis le démarrage, c'est-à-dire midi. Toutes les salles, les 6 salles sont complètes. Itcher, on vient encore de remplir, 700 places. Je crois qu'on va tenir comme ça jusqu'à minuit 20 et qu'on va avoir fait dans le complexe de l'ambassade 7000, 8000 entrées, et uniquement avec des jeunes, vous l'avez pu le constater, parce qu'il n'y a pratiquement que ça. 1 850 000 entrées aujourd'hui, soit 20% de plus que l'année dernière et 4 fois plus qu'une journée normale, qui dit mieux. C'est une fête populaire avant tout, donc il faut que ça prenne la rue de toute la France, au moins une fois par an. Oui, j'ajoute que Jérôme Clément sera l'invité de notre dernier journal. Jérôme Clément, c'est le président du CNC, le Centre national du cinéma, pour revenir donc bien sûr sur cette fête du cinéma. Un habit vert pour Jacques Laurent, alias Cécile Saint-Laurent, le créateur entre autres de Caroline Chéry, rejoint le club très fermé des Immortels. Il succédera à l'Académie française au merveilleux historien qu'était Fernand Braudel. Sylvie Marion vient de rencontrer le nouvel académicien. Quel personnage ce Jacques Laurent! C'est l'historien, le biographe de Stendhal, le prix Goncourt, que les académiciens appellent sous la coupole aujourd'hui. Mais pour toute une génération, ça fait un drôle d'effet d'imaginer en habit vert le pourfendeur de Jean-Paul Sartre, le sympathisant de l'OAS, le noctambule de Saint-Germain-des-Prés. Cécile Saint-Laurent, c'est le même, auteur de Caroline Chéry. Je ne veux pas qu'on mélange les genres. Par exemple, en ce moment-ci, je suis Jacques Laurent, je n'ai aucun rapport avec Cécile Saint-Laurent. Vous avez été, c'est le moins qu'on puisse dire, un jeune homme tout à fait anticonformiste, même un homme anticonformiste. Qu'aurait pensé ce jeune homme de jadis si on lui avait dit que vous seriez élu à l'Académie française? Dans la mesure où je m'intéressais à l'histoire, je m'intéressais au passé, et l'histoire de l'Académie française fait partie du passé de la France, donc ça ne m'aurait pas choqué, je pense. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de satisfaction? La vie elle-même ou ce que l'on peut dire de la vie en écrivant? Ah, maintenant je suis en train de me demander si ce n'est pas l'écriture, c'est-à-dire la vie représentée par des mots, par des lignes, qui m'aura donné le plus de haute satisfaction pendant ma vie. Et pourtant, vous vous êtes bien amusé, comme on dit, hein? Pourtant, je me suis agité, oui. Oui. J'ai beaucoup voyagé, je me suis bien amusé, c'est exact. Mais je pense que le plaisir suprême est le plaisir de l'écriture. La déception, la désillusion et parfois même la consternation, la défaite de l'équipe de France de football hier soir face à l'Allemagne nourrissait bien des conversations aujourd'hui. Et les supporters d'un soir de juger les tricolores, ils étaient trop lents, trop courts, pas assez convaincus. Bref, chacun y allait de son avis pour commenter, parfois condamner 11 hommes sur un terrain. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France n'était pas au mieux de sa forme. Et ce qui est probable, c'est que ce mondial est bien le dernier pour quelques-uns des meilleurs joueurs français atteints par la limite d'âge. Alors, sur cette équipe de France qui fit les beaux jours du football mondial et sur la nouvelle équipe qui pointe à l'horizon, voici le commentaire de Gilles Cosanet. Ils ont entre 30 et 35 ans et ce sont des vieux footballeurs. Ils s'appellent Platini, Giresse ou Bossis.
Et pour eux, la retraite a sans doute sonné. Pour moi, c'est mon dernier match. Pour moi, l'aventure de l'équipe de France est terminée. Bien sûr, j'aurais préféré la terminer sur une finale de Coupe du Monde. Mais enfin, j'ai quand même connu d'énormes joies et je souhaite à ceux qui joueront après d'en connaître autant. Trentenaire, Giresse l'est aussi, qui a été inexistant tout au long du match. Il sera remplacé à 20 minutes de la fin. Trentenaire encore, Michel Platini, la star, qui rate même un de ses coups francs qui l'ont rendu célèbre. Platini toujours, qui marche sur le ballon quand le chemin des buts de Schumacher lui est grand ouvert. Un Platini enfin qui lui aussi pense à la retraite. Il faut préparer notre équipe de France, donc moi je le dirai à Henri Michel quand je reviendrai de vacances. Vous êtes prêt à donner un coup de main pour rebâtir une nouvelle équipe de France? Ça y est, je deviens vieux. Hein. Je commence à en avoir ras-le-bol, et puis ce ne sont pas des soirées ou des journées comme celle-ci qui arrangent les choses, surtout quand on perd une demi-finale de la Coupe du Monde, alors que l'on avait beaucoup rêvé. Le rêve, c'est un garçon comme Stopira qui peut maintenant s'y consacrer. Lui, la vraie révélation de cette équipe de France. Avec Ayache, Amoros ou Ferreri, tous 25 ans ou moins, ils devront faire oublier ce but de la 9e minute qui a mis un terme à l'histoire d'une génération de joueurs. Voilà, il me reste à vous rappeler que la finale qui oppose donc l'Argentine à l'Allemagne sera transmise dimanche soir en direct, ici même sur Antenne 2. Puis je vais aussi vous donner les rapports du quartet qui se courait aujourd'hui. Il fallait jouer le 2, le 8, le 6 et le 16. Vous devriez les voir. 2, 8, 6 et 16. Rapport dans l'ordre pour 5 francs. 14 124 francs, ce qui n'est pas un bien gros rapport. Et puis le même rapport dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1177 francs. Eh bien, nous allons parler de la météo maintenant avec Laurent Boussier, une bien jolie carte. Moi, je la vois déjà. Oui, absolument. L'été s'installe. L'été s'installe sous le signe du plus. Plus de soleil, plus de chaleur et plus de ciel bleu. Regardez la photo satellite, ça continue demain avec ce magnifique anticyclone qui est sur l'Europe entre l'Allemagne et la France. Et oui, encore l'Allemagne et la France. Alors, il va empêcher ces perturbations d'arriver. Elles vont s'approcher, mais pas beaucoup. Elles resteront bloquées sur l'Atlantique. Par contre, les nuages et le temps lourd qui étaient déjà aujourd'hui sur les côtes de l'Atlantique, eh bien, eux, ils vont rester, mais peu ou pas d'orage demain, mais quand même des nuages. Regardez la carte du temps prévu pour demain. Comme vous le disiez, Bernard, elle est magnifique. Du soleil partout, peut-être quelques brouillards le matin sur le centre et dans l'est, mais presque rien. Ils se dissiperont très vite pour laisser la place à un ciel très ensoleillé et un ciel bleu. Alors je vous le disais, quelques nuages aussi sur les côtes de l'Atlantique, de la Bretagne à l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées, temps lourd, nuageux, mais heureusement pas orageux. C'est déjà ça, peu ou pas d'orage, donc un temps plutôt agréable. On regarde les températures, alors là les températures ça continue à être la hausse, elles sont partout supérieures et même très supérieures à 30 degrés, sauf sur les côtes de la Manche et un petit peu du côté de Nantes. Partout ailleurs, du beau temps, de la chaleur avec températures qui atteindront souvent 33, 34 et peut-être même 35 degrés, vous le voyez. Et ça n'est pas tout, puisque sur le reste de l'Europe, il fera également très chaud. 19 degrés demain à Varsovie, c'est la plus fraîche, mais 33 à Madrid. On regarde maintenant notre agenda pour terminer. Le voilà qui arrive, demain sera le vendredi 27 juin, le soleil se lèvera à 5h51, se couchera à 21h56, une petite minute de soleil en moins, c'est vrai, ça commence à rétrécir, les jours raccourcissent, et ça c'est la Saint-Fernand, voilà, je l'ai dit. Voilà, demain c'est la Saint-Fernand. Dernier journal, Daniel Lecomte, aux environs de 23h30. Il recevra donc le président du CNC, Jérôme Clément, pour faire le bilan de la deuxième fête du cinéma. Il y aura également à ses côtés la charmante Ariel Dombal. Et puis demain, les programmes seront peut-être, mais c'est improbable, un peu bousculés dans la matinée. Il y aura peut-être des débrayages entre 9h30 et 12h45 sur Antenne 2. C'est l'heure à laquelle doit se dérouler une manifestation entre le siège de TF1 et l'Assemblée nationale. TF1 probablement en grève demain, mais pas de grève prévue sur notre chaîne. Et les rendez-vous de l'information seront au rendez-vous, justement, à commencer par Télématin. C'est à 6h45 demain matin. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h et je vous souhaite une très bonne soirée.